Le Gabon a sollicité récemment sur le marché financier international la somme d'1 milliard de dollars à travers un emprunt obligataire, une opération qui a été un succès. Emprunt obligataire, qu'est-ce que c'est? Comment y souscrire? Les réponses est avec vous. Emmanuel Baird, directeur général à la dette au Gabon. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Ben écoutez, durant une vingtaine de minutes, on parlera de ce gros mot de l'économie avec vous. Complément d'info, c'est maintenant. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Pour 26 minutes, je suis avec Emmanuel Baird, directeur général de la dette au niveau du Gabon. Monsieur le directeur général, une fois de plus, bienvenue. Bienvenue, merci. Mais alors, on écoute emprunt, il y a donc l'action d'emprunter, mais on se demande forcément, l'adjectif obligataire nous pose un peu problème. Peut-être nous expliquer au préalable qu'est-ce que c'est qu'un emprunt obligataire. D'accord, alors un emprunt est assorti d'un document qui matérialise cet emprunt, en l'occurrence une obligation. Donc c'est un document qui revêt un caractère obligatoire, c'est-à-dire que pour un investisseur, il est sûr d'être payé exactement le rendement qui est prévu sur le coupon, jamais moins, d'où le nom obligataire. Mais peut-être qu'il faut, avant de parler de technique, essayer de parler un peu d'une manière Assez plus simple, simple, plus oui. simple des choses. Ce qu'il faut dire, je me permettrai de prendre l'exemple d'une personne physique. D'accord. Une personne physique a son revenu, un salaire. Si elle n'a que son salaire et qu'elle n'a pas accès au crédit auprès de son banquier, il est difficile pour elle, par exemple, d'acquérir un véhicule qui est un bien de consommation ou de construire une maison qui est un bien d'investissement. Donc, de la même manière qu'un particulier a son salaire plus l'accès au crédit comme source de revenus, un État, c'est la même chose. Il a ses revenus propres, qui sont la fiscalité principalement, c'est-à-dire les impôts, taxes, douanes, et les revenus d'emprunt qu'il peut lever localement via les bons du Trésor ou les obligations du Trésor, dans la sous-région via des emprunts sous-régionaux ou à l'international, comme ça a été le cas cette fois-ci. Et alors là, quelle différence lorsqu'on lève ces obligations au niveau local, au niveau sous-régional et au niveau international? Est-ce qu'il y a plus de, j'ai envie de dire, d'obligations de l'État par rapport à ses créanciers finalement? La grande différence, c'est la taille du marché. Lorsque vous êtes à l'international, vous avez un marché qui est immense. Vous avez beaucoup plus d'acteurs, certainement aussi plus de technicité des opérations. Sinon, les opérations sont similaires. Donc, c'est en fonction de la taille de l'opération que l'on recherche, que l'on choisit le marché et le prix que cela va coûter. Ça dépend aussi du marché. Le Gabon qui avait déjà souscrit un emprunt obligataire au niveau sous-régional, CEMAC, en fin 2019, et puis là on est sur le marché international, donc un marché un peu plus large. Est-ce que ce genre d'opération peut arriver 2 fois dans l'année, plusieurs fois dans l'année, et pourquoi on en arrive à cela? Alors, tout à fait. C'est ce qu'on appelle des opérations de gestion active de la dette. Ça s'appelle gérer correctement son endettement. C'est la pratique de tous les États et des États, c'est même une caractéristique des États développés. Parce que pour pouvoir accéder au marché, il faut avoir des données financières fiables, c'est une chose. Un programme économique qui tient la route, c'est une autre chose. Et surtout, des données qui alimentent la confiance des investisseurs qui sont des investisseurs professionnels. La différence entre ces deux opérations, l'opération sous-régionale, c'est une opération de levée de fonds, dont D'accord. une partie servait à financer les contreparties des projets gabonaises. L'opération actuelle, c'est un reprofilage. On entend ce mot savant un peu partout, Et j'espère que vous allez nous expliquer, monsieur le reprofilage, directeur général. tout à fait, je suis là pour ça, je vais essayer de le faire d'une manière simple. Reprofilage de l'emprunt obligataire international. Pour faire encore plus technique, certains disent eurobond, donc euro, marché international, et bond, Mhm. emprunt. Alors, que veut dire un reprofilage? Encore une fois, je vais prendre l'exemple d'une personne physique qui est D'accord. allée chez son banquier chercher un crédit. Elle a sollicité un crédit qu'elle a commencé à rembourser. Au cours de la vie de ce crédit, elle revient voir son banquier et elle dit à son banquier, écoutez, j'ai tellement bien travaillé, voilà mes résultats, ils sont audités, je crois tellement à mon programme que vous, je vous demande d'y croire. Et d'y croire à tel point
que vous allez me donner à moi encore l'argent qui va D'accord. vous permettre de vous rembourser ce que je vous devais. Vous allez rallonger de 10 ans. Mhm. Et puis, au passage, vous allez aussi baisser le taux parce que je me suis amélioré. Et D'accord. c'est exactement l'exercice qui vient d'être fait Qui vient d'être et fait. d'être réussi. Et Et c'est pour cela Mhm. que l'on parle de succès. À ce niveau, l'eurobond qui a été reprofilé, c'est donc un emprunt qui existait, qui a été souscrit en 2015. D'accord. 1,5 milliard de dollars au départ. Il y a eu donc un certain nombre de remboursements avec une montée, puisque c'est un échéancier progressif, une montée de ces remboursements qui allait atteindre leur point culminant en 2022, 2023 et 2024. Lorsqu'on parle de point culminant, il s'agissait de l'ordre de 650 millions de dollars, c'est-à-dire pratiquement 340, 350 milliards de francs CFA en plus à rembourser par rapport à ceux que le Gabon rembourse déjà. Mhm. Si on fait un calcul rapide, c'est de l'ordre de 20 à 25 milliards de plus par mois. Lorsque l'on va chercher des emprunts, on a des prévisions de croissance. Aucun économiste n'est capable d'estimer la croissance avec certitude. Oui. A posteriori, oui, on peut faire toutes les analyses, mais savoir à l'avance ce qui va se passer, non. Et en l'occurrence, il y avait un certain nombre d'éléments que personne n'anticipait, qui était par exemple la chute des cours du pétrole en 2016. Il faut savoir que lorsque le pétrole a chuté, il est passé de 120 aux alentours de 60 dollars. Donc les recettes ont été divisées par De deux. moitié. Et il y a eu donc un choc sur les finances publiques parce que globalement, ça veut dire que vous avez 2 fois moins de recettes. Face à cette situation, le Gabon, à travers la volonté de son chef de l'État, le président de la République, son Excellence El Hadj Ali Bongo, a tout de suite réagi en mettant en place un plan de relance économique. Plan de relance économique qu'il a concrétisé par la signature d'un programme avec le FMI. Il faut savoir que le Gabon a été le premier État de la zone CEMAC à mettre en place le programme économique avec le FMI. Et donc, nous sommes passés de 2016 d'une situation qui était très difficile, dans laquelle nous avions un déficit public, c'est-à-dire, en gros, des dépenses supérieures à nos recettes de l'ordre de 8%, une constitution de nos avoirs extérieurs, c'est-à-dire que notre monnaie, le CFA, pour qu'elle puisse être convertie en euros, nous sommes censés couvrir un certain nombre de mois de réserve. Nous étions tombés à 1,6 mois, ce qui est un niveau très bas. Et l'inflation était relativement haute. 3 ans après, fin 2019, d'abord, il n'y a plus de déficit budgétaire, nous sommes revenus à l'équilibre. L'État a réussi à équilibrer. Voilà. Ensuite, les avoirs extérieurs ont été reconstitués à plus de 4 mois de couverture. Et surtout, la croissance est de retour. La croissance est, pour l'année 2019, à 3,4%, avec une prévision à 3,8% pour 2020. Tous ces chiffres sont élaborés en lien avec le Fonds monétaire international. Et l'intérêt de cette croissance, c'est que c'est une croissance qui est ce qu'on appelle une croissance de qualité. La toute première qualité de la croissance, c'est d'abord d'exister. Il faut savoir que les pays européens, quand ils ont 0,5 ou 1% de taux de croissance, sont très contents. Mais la deuxième chose, c'est la composition de cette croissance. La composition de la croissance, pour 3,4% de taux de croissance, plus de 2,8% est représenté par le secteur hors pétrole. C'est-à-dire que désormais, l'économie... Ce qui montre une véritable avancée en termes de diversification économique au niveau du Gabon. Tout à fait, et ce qui montre la pertinence de la vision du chef de l'État. Parce que pour arriver à un tel résultat en 2019, c'est que la décision a été prise depuis fort longtemps. Rappelez-vous, lorsque le chef de l'État commença par prendre la décision d'interdire l'exportation de grumes. En 2010. C'était le début de la diversification de l'économie. Donc aujourd'hui, l'économie au Gabon est principalement tirée par le secteur hors pétrole, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième transformation du bois, la zone industrielle de Nkok, les mines, notamment avec la première et la deuxième et la troisième transformation du manganèse au niveau de Comilog et du centre industriel de Mwanda, avec de très belles perspectives d'augmentation de production et pourquoi pas de production d'autres minéraux.
Est-ce qu'il faut comprendre, Monsieur Baird, que cet eurobond qui avait été émis en 2015 a servi à diversifier finalement cette économie et a servi finalement à tout ce que vous énoncez ici? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a participé, puisque ce financement depuis 2017 a permis donc de financer l'économie du Gabon et a permis de soutenir ce programme de diversification dont aujourd'hui nous voyons les résultats. Nous ne sommes pas les seuls à les voir, mais le marché international le voit. D'accord. Puisque pour 1 milliard de dollars que nous cherchions, l'offre que nous avons eue sur le marché international, c'est 3,7 milliards. C'est-à-dire que les investisseurs internationaux étaient prêts à investir sur la marque Gabon 3,7 milliards. Ces fameux banquiers dont je vous ai dit, croyez en nous, donnez-nous l'argent pour vous rembourser et en plus on va rallonger. Bah alors, Ils y ont tellement cru oui. qu'ils étaient prêts à mettre 3,5 milliards. Lorsqu'on arrive à cet état des faits, le Gabon peut décider de ne prendre que le milliard dont il a besoin ou il prend éventuellement les 3,7 milliards Non, qui le lui sont Gabon proposés. doit être un bon gestionnaire. D'accord. Le Gabon doit être un bon gestionnaire. Je crois que les directives du chef de l'État sont claires, celles rappelées par le Premier ministre et le ministre aussi, et nous sommes un État organisé, une république. Donc, lorsque nous menons de telles opérations, nous ne pouvons pas les mener comme nous voulons. Nous avons l'obligation, et c'est ce qui a été fait, de passer d'abord au Parlement, donc les deux chambres, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat, pour expliquer notre opération, en obtenir l'autorisation et que ce soit voté dans une loi. Et nous avons donc l'obligation de nous y tenir. Par contre, l'intérêt d'avoir 3,5 milliards d'offres, c'est de montrer la confiance et la qualité des chiffres qui illustrent le travail qui a été fait. Et deuxièmement, lorsque vous avez beaucoup d'offres, ça vous permet maintenant de diminuer les taux. Parce qu'il y a cette question du coût. Nous avions une obligation initiale qui était aux alentours de 6,35% de taux d'intérêt en 2015. Mais la dernière fois que nous avons été sur le marché, en 2017, le taux obtenu était de 6,95%. Or, ce que l'on regarde, ce n'est pas le taux de l'opération, c'est le taux du pays. Parce que le taux qui vous est donné, c'est le risque qui est ressenti par rapport à votre pays. Ce qui veut dire que la dernière fois que le Gabon est allé sur le marché international en 2017, le risque qui était pressenti était estimé à 6,95%. Et finalement, aujourd'hui, avec ce à milliard... 6,62. Donc, ça veut dire que... En diminution, en rallongeant et en obtenant même de l'argent frais. Parce qu'après, il faut parler de la décomposition du montant. Effectivement, à vous de nous expliquer, parce que 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Vous nous avez dit que ça servirait certainement à épurer déjà l'emprunt en cours et peut-être à envisager aussi d'autres perspectives d'investissement. À vous de nous expliquer concrètement comment ce milliard sera utilisé. Alors, effectivement, il s'agit d'1 milliard de dollars. Je vais peut-être en parler en CFA pour que ce soit un peu plus clair pour les téléspectateurs. Pour simplifier les choses, disons qu'1 milliard de dollars, c'est à peu près 600 milliards de francs CFA au cours du jour. Sur ces 600 milliards, d'abord, 500 milliards sont donnés par les investisseurs, comme je l'ai dit, pour qu'on leur rembourse ce qui leur restait sur l'échéancier de départ. Et ensuite, les autres 100 milliards disponibles sont l'argent qui rentre au Gabon pour financer la croissance. Parce que, quel que soit le niveau de dette que vous avez à rembourser, il faut bien créer de la richesse. De la même manière qu'un particulier, pour prendre un exemple, rembourse son crédit avec son salaire, l'État, lui, n'a pas un salaire, mais il a ce qu'on appelle une richesse, le produit intérieur brut, qui est ce qui permet de mesurer la richesse d'un État. Pour que ce produit intérieur brut progresse, il faut de la croissance. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle la croissance, en français facile, c'est quand les affaires marchent. Et on l'a vu, les prévisions pour le Gabon sont bonnes. Voilà. Quand rien ne marche, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de business, les affaires ne marchent pas, il n'y a pas de croissance. Donc, pour qu'il y ait de la croissance, il faut de l'investissement. Or, les principaux facteurs de croissance, c'est effectivement les projets prioritaires identifiés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, notamment, qui sont d'abord les transports, les axes de déplacement. Il faut la route,
gabonaise. J'allais vous dire effectivement. Il faut la réhabilitation du chemin de fer, qu'on ait un chemin de fer qui fonctionne bien. Une fois qu'on a la route, il faut l'énergie. Donc, si vous avez des usines, il faut l'énergie pour produire. On a le Grand Poubara, on a l'ouvrage de Boué, et puis on en a encore un troisième qui est en œuvre. Et puis, certainement qui devrait arriver en premier, il faut les hommes avec grand H. Mais comme on est à l'ère de l'égalité, disons les hommes et les femmes, bien formés l'éducation. pour l'éducation. Parce que jusqu'à présent, le Gabon souffre encore d'un problème de manque d'établissements, effectifs pléthoriques. Comment on arrive à cela? Comment les enfants vont être bien formés si on n'a pas les prérequis? Voilà, donc effectivement, d'où ces projets, réhabilitation, construction de lycées. J'ai cru lire dans la presse dernièrement que ça avait d'ailleurs déjà commencé. Oui. Donc voilà l'ensemble et la logique de ces projets. Ces projets, comme tout projet, il y a des bailleurs qui interviennent. Il y a différents types de financement. Vous avez certains partenaires qui vont dire « nous, on finance tout au nom du développement ». Donc, l'État gabonais n'a rien à mettre, mais l'État devra rembourser. Vous avez certains autres bailleurs internationaux qui vont dire « nous, on met 80, vous mettez 20 ». Donc, il y a une contrepartie gabonaise à créer. Et puis, il y a d'autres partenaires qui vont dire « nous, on est des privés, on met tout, l'État n'a rien à mettre ». Par contre, ce qu'on a investi, nous, on n'est pas une association, loi 1901, on vient pour gagner de l'argent, donc on doit rembourser notre investissement, voire faire un bénéfice. C'est ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Pour ce type de financement, ils vont estimer de manière précise la taille de l'investissement et en fonction de ça, dire mais soit on aura une concession, soit on aura une redevance, soit on aura un péage sur telle durée, etc. Si vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, tous les ponts qui ont été construits sur la lagune, si vous allez à côté en Guinée équatoriale, toutes les voies qui partent de l'aéroport, dès qu'on sort de l'aéroport, on met 200, je ne sais pas combien c'est dernièrement, mais à l'époque, c'était 200 francs qu'on mettait. C'est des partenariats publics-privés. Donc, le montant de 100 milliards qui va venir, bien sûr, ne va jamais pouvoir couvrir la totalité des infrastructures, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va pouvoir constituer une partie des contreparties gabonaises qui vont être nécessaires sur ces projets d'investissement, donc de croissance, en fonction du montage qui sera effectué. Troisième chose qui est peut-être importante à expliquer aux Gabonais, c'est cette question de la soutenabilité. Voilà un autre mot savant que l'on entend. Monsieur le directeur voilà, général. et on va essayer de l'expliquer en français facile. Qu'est-ce que ça veut dire, la soutenabilité? La soutenabilité, c'est de dire, est-ce que vous avez l'argent pour payer les dettes que vous prenez? En français facile. Et là, je vais encore prendre un exemple. De la même manière qu'un particulier, lorsqu'il va à la banque, il demande à son banquier un crédit. Le banquier va lui dire, donnez-moi votre fiche de salaire. Et par rapport à votre fiche de salaire, moi, je peux vous faire une échéance maximum de temps, parce qu'on appelle ça la quotité cessible, 1/3 pour la banque maximum, 1/3 pour vous, pour vivre vous-même, et 1/3 pour votre famille. Les États n'ont pas de salaire. Ils ont le produit intérieur brut, qui représente leur richesse. Donc, quand on parle de soutenabilité, pour savoir si c'est soutenable ou pas, on regarde le ratio, c'est-à-dire la division entre la dette publique d'un côté, divisée par la richesse que l'État crée sur un an, le PIB. Ce ratio permet de comparer différents pays, même s'ils ont des économies à des stades de développement différents. On peut comparer le Gabon et les États-Unis. Pourquoi? Parce que la richesse créée par les États-Unis, donc le résultat de leurs investissements, est dans le PIB qui sert au calcul. La dette est aussi en haut. C'est la même chose pour le Gabon. Donc le degré de développement est reflété des deux côtés de la fraction. Lorsque l'on regarde ces ratios, les pays occidentaux sont tous à plus de 80% sur ce ratio. Et bien sûr, plus il est haut, plus il est mauvais. D'accord. Les pays nord-américains sont entre 90 et 100%. Certains dépassent 100%. Et pour parler du Gabon? Le Gabon est à 57%. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il n'y a pas... Et si vous me permettez de continuer, allez-y.
Le Gabon est à 57%. Uh-huh. Ça veut dire que le Gabon, d'abord, en termes de politique d'endettement et de soutenabilité, est très loin devant ces pays, lorsque l'on regarde ces ratios. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la zone CEMAC, à laquelle nous appartenons, il y a des critères de convergence, plusieurs, des aspects que les États se sont engagés à respecter. En ce qui concerne la dette publique, la limite maximum, c'est 70%. Aujourd'hui, pour parler concrètement, la dette extérieure publique du Gabon s'estime à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on ne court pas le risque de l'asphyxie avec tous ces emprunts obligataires qui sont, d'une certaine manière, une autre forme d'endettement pour le Gabon? Non, c'est ce dont je vous parle. C'est comme si vous dites, vous allez à la banque, vous prenez des crédits successivement. Mais si vous ne dépassez pas vos 33%, le banquier va toujours vous donner crédit et vous le paierez toujours. D'accord? D'accord. Donc, cette réflexion, c'est comme de dire un État ne devrait pas s'endetter. Mais je prends le même exemple pour un particulier. Un particulier qui respecte ses 33% de taux d'endettement. Est-ce qu'il va trouver logique pour lui de dire si moi j'ai accès au crédit, je ne vais pas y aller? Bien sûr que non. Il va aller solliciter un crédit. Et un État, c'est la même chose. Parce que l'État n'a que deux sources de financement. Soit les emprunts, et l'État le gère très bien, puisque je vous dis, il est à 57%. Donc, quand vous comparez aux pays les plus développés, notre endettement public est mieux géré que le leur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ratio. 2, quand on se compare à la CEMAC, nous sommes très en deçà. C'est-à-dire qu'on a encore de la marge. Les plus grands économistes l'ont analysé. 3, lorsqu'on regarde la trajectoire de ce ratio, nous partons de 60 et quelques % dans les années 2016 pour nous retrouver à 57. C'est-à-dire que c'est une tendance baissière. Mais la question a quand même son sens, de dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas de l'endettement pour prendre de l'endettement, une dette qui en remplace une autre? Là, je prendrai encore un exemple simple. Oui, on a envie de comprendre, monsieur le directeur général. Vous avez une échéance à la banque de 500 000 et vous avez la possibilité de la négocier à 250 000. Vous n'allez pas le faire? Bien sûr que si. Mais c'est la même chose pour le Gabon. C'est exactement la même chose. Sous réserve que le banquier vous prenne au sérieux, qu'il pense que vous êtes crédible et que ce que vous lui dites est vrai. Et c'est le cas du Gabon. Et donc, ça veut dire qu'après ces opérations d'emprunt obligataire, surtout qu'on parle de reprofilage d'emprunt obligataire international, il y a donc au niveau national, au niveau du Gabon, de l'État gabonais, un gros travail de suivi et évaluation de tous les projets qui sont contenus dans cette fourchette qui a été déboursée. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce travail-là est une nécessité. Vous savez, la difficulté d'un projet, je prends encore un autre exemple, pareil. Quelqu'un qui construit une maison, il a fait son plan et puis il a eu 25 millions de crédits pour faire sa maison. Mais s'il amène un ami sur son chantier et que l'ami lui dit « ça serait mieux que tu fasses une deuxième salle de bain » et il a le malheur de l'écouter, il ne finira jamais la maison. Parce que désormais, sa maison coûte 35 millions, il a voulu faire mieux, mais il lui manquera 10 millions. C'est exactement la même chose pour un État, encore une fois. Chaque fois, je vais essayer de faire un parallèle vraiment simple. Bien sûr, pour qu'on comprenne, effectivement. Lorsque vous faites un projet, vous avez au début une estimation. Mais il faut que cette étude soit le plus sérieuse possible. Je prends un exemple. Vous voulez tracer une route. Mais il faut que vous ayez étudié spécialement le tissu géologique où vous allez faire passer votre route. Parce que de Libreville au Haut-Ogooué, il n'est pas le même. Oui. Donc les coûts ne peuvent pas être dits, c'est tant de temps par kilomètre. Si sur la voie, vous avez des populations qui ont occupé, il va falloir déguerpir les populations. Je n'aime pas trop ce mot, mais disons les déplacer et les dédommager. Oui. Ce sont des coûts qui doivent être intégrés. Parce que si vous ne l'avez pas intégré, mais vous allez arriver au milieu de votre projet, il va vous manquer de l'argent. Et le projet sera arrêté. Donc, effectivement, un gros travail doit être fait sur toute la partie des études préparatoires
à ces projets d'investissement. Mais je crois, et je ne crois même pas, je vois que la volonté politique et la traduction dans les faits est déjà là. C'est ce qui explique l'évolution de nos chiffres de 2017 à 2019. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, Ce sont les chiffres. ce sont les chiffres et l'analyse qu'en ont les plus hauts experts au niveau international. Et ce sera votre mot de fin. Merci à vous, monsieur Emmanuel Baird, directeur général de la dette au Gabon. Merci pour tous ces éclaircissements sur l'emprunt obligataire. Un emprunt obligataire, vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, est donc une forme de financement à laquelle recourent les États, les banques, les entreprises et même les collectivités locales. En contrepartie, les investisseurs deviennent propriétaires d'un titre de créance, encore appelé obligation, qui leur apporte des intérêts. Complément d'information, c'est terminé pour aujourd'hui. À très vite.